Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Jean-Luc Benamias, aujourd'hui membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Bonjour Jean-Luc Namias. Bonjour. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Bonjour Jérôme. Bonjour. Mickaël Darmon, journaliste politique chez I24 News et auteur des Secrets d'un reine dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions Archipel. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Et puis enfin David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, et on commence par vous, David Marguerite. Vous avez un coup de gueule aujourd'hui contre l'explosion de la taxe foncière. Oui, c'est un vrai coup de gueule. On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 de supprimer la taxe d'habitation. C'était une promesse phare de sa campagne. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que cette promesse avait contribué à le faire élire. On se rend compte que 6 ans après, ce qui est en train de se passer, c'est que la taxe d'habitation qui a été supprimée est en train d'être transférée sur la taxe foncière. L'État vient de procéder à un relèvement des bases locatives de plus de 7 points. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Les Français sont en train de recevoir leur feuille d'impôt. Et en fait, on se rend compte que finalement, ce sont les propriétaires qui sont les victimes collatérales de la promesse d'Emmanuel Macron, que d'ailleurs, au passage, cela contribue à rendre encore plus difficile l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Donc c'est un vrai sujet. Que le niveau de prélèvement obligatoire, par ailleurs, n'a absolument pas baissé, bien au contraire, en France. Donc on se rend compte que cette promesse, finalement, fondatrice du premier quinquennat, est en train de se traduire par un niveau de prélèvement obligatoire inédit dans le pays, par une taxation locale qui ne repose plus que sur une partie de la population. Et il y a une autre victime collatérale dans l'affaire, c'est la décentralisation. Parce que les collectivités territoriales se voient privées d'un puissant levier pour pouvoir connecter l'action publique à la citoyenneté, puisqu'aujourd'hui c'est plus de la moitié de la population qui ne paie pas l'impôt local. Donc c'est-à-dire quand on veut construire un équipement, etc., c'est plus compliqué pour un maire, pour un président d'intercommunalité aujourd'hui d'expliquer que le projet il a un coût, de concerner les concitoyens, y compris par le paiement à un impôt. En effet, ça rappelle que rien n'est gratuit finalement aussi dans notre pays et qu'il y a un impôt. Et que s'en était rendu compte. Et que finalement, je le disais, sur la décentralisation, c'est un recul considérable auquel il est procédé aujourd'hui. Moi, je rappelle, parce qu'il y a un discours de suspicion permanente à l'égard des collectivités territoriales. Jamais on n'a vécu un contexte de recentralisation avec retrait de compétences, encadrement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles comptent pour 9% seulement de la dette publique. L'État, c'est plus de 80%, il reste l'administration sociale. Or, les collectivités territoriales, elles comptent pour 2/3 de l'investissement public. C'est-à-dire que c'est un moteur de croissance, c'est un amortisseur de crise. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est assez simple. Une promesse qui, aujourd'hui, se paie sur le dos des propriétaires qui se voient accablés par la fiscalité locale, et ils s'en rendent compte concrètement. Une décentralisation en recul, un lien entre la citoyenneté et les collectivités territoriales qui est en train de se couper. Il n'a jamais trop aimé l'immobilier. Emmanuel Macron, il le dit. Il veut que l'argent circule, qu'on l'investisse dans les entreprises, n'est-ce pas, Jérôme Ripoul? Bien entendu. Moi, je remettrai quand même un peu la balle au centre, parce que si Emmanuel Macron peut être rendu responsable, les élus sont aussi quand même coupables d'utiliser le levier qui leur est donné. Et on a l'exemple de Paris, contre lequel vous n'irez pas. Je crois que Rachida Dati qui dénonce ce fait. Donc il y a aussi une co-responsabilité et parfois un peu d'opportunisme de la part de certains élus. La gestion des collectivités et la bonne gestion, ça fait aussi partie de leur job. Et j'entends ce que vous dites sur le recul de la décentralisation. Je rajouterai quand même un point. Je dirais quand même que il y a une problématique sur la capacité effectivement à recibler ce qui a été perdu sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière, qui ne pèse qu'effectivement sur le foncier et donc les propriétaires. Et il n'y a pas que des gros propriétaires. Et donc effectivement ça pose un problème. Juste un mot en réaction, parce que en l'occurrence l'augmentation des points de base, c'est de 7 points, c'est bien l'État. Sur les 35 000 communes, il y en a 9 000 qui ont procédé à un relèvement des taux, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de communes sont asphyxiées par l'explosion des dépenses sociales, notamment dans les CCAS, on le sait, et qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ce levier, parce qu'elles n'en ont pas d'autre, et elles sont totalement dépendantes aujourd'hui de l'État, qui aujourd'hui donne des dotations aux collectivités, mais il n'y a plus d'autonomie fiscale, et de la capacité à lever d'impôts a quasiment disparu. Et j'ajoute qu'il y a un autre point qui est très inquiétant, c'est que la taxe foncière, compte tenu des règles de zéro artificialisation, des difficultés à construire, elle est appelée à se tarir aussi, et donc étrangler encore un peu plus les collectivités territoriales. Mickaël Darmon, vous voulez réagir? On sait que depuis le début de son arrivée à l'Élysée, donc depuis 2017, les relations entre le président de la République et les collectivités locales et les régions ont toujours été
tumultueuse, conflictuelle, antagoniste. Absolument. Et en même temps, je pense que c'est aussi sur ce terrain-là que l'on a vu assez rapidement, en tout cas pour ma part j'ai observé assez rapidement, parce que je suivais cela de près, comme baromètre, comment s'est tarie également la volonté audacieuse du candidat Macron devenu président, en particulier sur la question du Grand Paris. Qui était promise donc à incarner la vraie révolution française, qui était de la fusion des départements de la couronne de manière à faire de la croissance, avec tous les exemples londoniens et autres qu'on nous donnait toute la journée. Et au fond, parce que les conservatismes classiques se sont imposés, au fur et à mesure, Macron a enterré ce projet. Et donc, quelque part, tout ce qui en découle ensuite n'était pas surprenant. Et effectivement, la volonté de dire en permanence, ok, très bien, les collectivités locales, les régions doivent aussi être responsables, doivent aussi partager la colère, parce qu'on vient toujours demander à l'État donc des comptes, mais les régions, elles, ne sont pas comptables. On voit bien que l'antagonisme continue. Jean-Luc Benamias, vous voulez peut-être réagir ou vous voulez passer directement je veux bien, oui. Allez-y, alors, allez-y, je vous en prie. Non, petit rappel, 35 000 communes en France, 30 000 de ces communes ont moins de 1 000 habitants. Un peu plus de 30 000. J'ai dit 1 000 habitants, hein, pas 3 000. Il y en a 5 000 à peu près qui sont au-dessus. Les choses sont extrêmement différentes entre ces communes et les communes de plus de 1 000 habitants et les communes de moins de 1 000 habitants. Il n'y a aucune surprise dans ce qui se passe. On a supprimé cette taxe d'habitation qui permettait à toutes les communes, avec l'ensemble de ceux qui payent des impôts, c'est-à-dire la plupart des gens qui vivent dans les communes, il y en a qui en étaient, on leur demandait pas de payer à cause d'une grande pauvreté. Eh bien évidemment, les différentes communes, les grandes communes notamment, ont augmenté la taxe d'habitation. Petit rappel aussi, les taxes d'habitation et le pourcentage que payaient les Françaises et les Françaises, selon la ville dans laquelle ils habitaient, je pense notamment à Paris, n'étaient absolument pas les mêmes pourcentages. Paris, pendant très longtemps, pour des raisons qu'on connaît par rapport à la richesse parisienne, payait moins d'impôts en taxes d'habitation au niveau pourcentage. Donc là, il y a eu un certain rattrapage. Un certain, effectivement. Le matraquage. Ouais. Mais le matraquage n'existe pas. Il faut parfois, on est dans les personnes invitées aujourd'hui, tout le monde n'habite pas Paris, loin de là. Dans ce que j'en vois, globalement, les taxes d'habitation ont largement augmenté. Marseille, pour des raisons XY, a moins augmenté, puisque ça a été le tribunal administratif a refusé l'augmentation, ce qui fait qu'on est resté sur une augmentation à l'ancienne. Clairement, pour parler des centralisations, pour finir, il faut une véritable décentralisation, une véritable responsabilité de tout ce qui est conseils départementaux, métropoles, mairies, conseils régionaux, avec les moyens qui vont avec. Ça fait des années qu'on en parle, on n'y arrive pas, Jean-Luc Benamias. Parce que nous ne sommes pas décentralisés. Parce que nous sommes un pays centralisé et nous sommes un pays totalement jacobin. Il faudrait maintenant passer assez rapidement à ce qu'on appelle le girondisme. Pourquoi c'est aussi compliqué de décentraliser, justement, David Marguerite ? Je pense, je le disais tout à l'heure, que le gouvernement actuel, en l'occurrence, est marqué philosophiquement par une forme de suspicion, depuis le début d'ailleurs, depuis 2017, à l'égard des collectivités territoriales. Il y a un malaise profond qui s'est installé. Il y a eu des retraits de compétences, je pense en partie à la compétence apprentissage qui a été retirée. C'était une compétence historique des régions. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a un gouvernement assez techno, une coupure avec les élus locaux. Je pense qu'il y a aussi la loi sur le cumul des mandats qui a fait beaucoup de mal à la démocratie d'une certaine manière, parce qu'on avait des élus enracinés auparavant, des parlementaires enracinés qui rappelaient la voix des territoires. Il y avait relativement un consensus sur la question de la décentralisation. La première, c'est la gauche qui l'a menée. La deuxième, en 2003, c'est plutôt la droite. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie décentralisation à laquelle il faut procéder, mais c'est un choc de débureaucratisation. Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux, ils ont des projets, il y a du bon sens qui s'exprime. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a parfois une résignation qui s'exprime. Moi, je suis aussi attaché au rôle de l'État. Sur le débat girondin, jacobin, j'entends ce que dit Jean-Luc Benamias. Moi, je crois que l'État doit se concentrer sur ses missions régaliennes. Tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui. Et laisser les collectivités territoriales les compétences de proximité, l'emploi, la formation, l'action de proximité, de terrain. Mais pour ça, ça suppose de la confiance. Et aujourd'hui, il n'y a quand même pas de mystère dans notre pays. Toutes les associations d'élus, sans aucune exception, sont en confrontation avec le président de la République, qui, je le rappelle, au mois d'avril, après la crise des retraites,
disait j'ai compris, j'ai entendu le message, on va décentraliser, et qui quelques mois après, en l'occurrence la semaine prochaine, arrivera sur le bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, une loi, la loi travail en l'occurrence, qui va recentraliser un peu plus les compétences, notamment la compétence formation, en retirant une partie aux régions, une partie aux missions locales. Et c'est pour moi vraiment le signe que ce gouvernement est entre les mains d'une forme de technostructure et coupé de la réalité des élus locaux. Merci en tout cas, messieurs. Oui, Jean-Luc Benamias, rapidement, parce qu'on va... Il n'a échappé à personne que la présence du mouvement politique de M. Macron au niveau des territoires est extrêmement faible. Absolument. Et ceci va peut-être avec le reste, quelque part. On se retrouve dans quelques instants avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, messieurs, juste après ces quelques secondes. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec nos invités aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Jérôme Ripoll, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Vallée, Mickaël Darmon, journaliste politique chez I24 News, auteur Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions Archipel, et puis David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Je me tourne vers vous, Mickaël Darmon, votre coup de gueule aujourd'hui, qu'on arrête de taper sur le Maroc. Oui, parce que en fait, depuis maintenant 3 jours, il y a cet événement terrible, tragique, que subissent des milliers de Marocains. Et le sujet principal en France, c'est tout simplement l'affront, le fait de ne pas avoir été choisi par le roi, donc à la tête d'un pays souverain, je le rappelle, pour venir apporter l'aide, française, qui certes a une expertise dans le domaine d'intervention des catastrophes, mais qui n'est pas le seul pays à l'avoir, en l'occurrence l'Espagne là. Alors on sent bien d'abord qu'effectivement il y a là une manifestation de souveraineté du Maroc. Il y a aussi, je pense, un règlement de compte politique, parce qu'on sait que depuis maintenant, notamment dans un discours prononcé l'année dernière, le roi du Maroc avait dit que maintenant il mesurerait le rapport avec les pays à l'aune de leur position sur le Sahara occidental, ce territoire qui est toujours contesté entre l'Algérie et le Maroc. Et de ce point de vue-là, on voit aussi que la France paie une forme de cécité française qui n'a pas compris, et d'ailleurs ça dépasse largement le cas du Maroc, la mutation sur le continent africain, et en particulier en ce qui concerne le Maroc et l'africanisation, je dirais, du Maroc. De ce point de vue-là, il y a on sent qu'il y a un manque total d'outils d'analyse et de positionnement d'une diplomatie française à l'ancienne, qui n'a pas voulu comprendre les évolutions marocaines et qui aujourd'hui se drape dans une dignité bafouée, un peu comme une cantatrice de laquelle on se détourne. David Marguerite, et en même temps un petit manque de tact aussi, parce que l'heure n'est pas à la jérémiade, parce qu'on ne peut pas les aider. Ils sont en pleine souffrance, les Marocains, aujourd'hui. Absolument, moi je partage complètement le point de vue de Mickaël. Moi je pense qu'il y a un temps pour tout. Le temps n'est pas à la polémique aujourd'hui, le temps n'est pas à régler les comptes. Le temps n'est pas à l'indécence de la blessure d'orgueil qui se manifeste, voire un peu de condescendance d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des images épouvantables, il y a un peuple qui souffre. Je pense que le temps viendra où, en effet, on pourra analyser, se demander ce qui s'est passé en termes de perte d'influence de la France, pourquoi la France n'est pas choisie. Mais aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup d'indécence à s'interroger, à polémiquer, alors qu'il y a un peuple qui souffre, que des ONG s'organisent, des collectivités font preuve d'un élan de solidarité considérable, et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui en pensant à nos cousins marocains avec qui nous avons des liens à la fois culturels et économiques extrêmement forts. Jérôme Ripoll. Je ne vais pas être d'accord avec vous, messieurs. L'indécence, c'est de refuser de l'aide de la France, d'envoyer 156 secouristes, c'est-à-dire 3 fois plus que l'Espagne, et de régler sur des questions humanitaires, des questions politiques. Les Français, ça c'est de l'indécence. Les ONG sont là. Non, mais bien sûr. Mais le roi du Maroc, je veux dire, la balle au centre. C'est-à-dire qu'on propose de l'aide. S'il la refuse, il faut le dire. Mais la refuser, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde parce qu'il y a des moyens français, des moyens des secouristes civils qui sont très compétents et qui pourraient y aller. Ils ont beaucoup d'expérience. Deuxième chose, que pensez-vous si Emmanuel Macron n'avait pas pris position vis-à-vis du Maroc, qui propose l'aide avec le nombre de franco-marocains que nous avons en France, qui souffrent dans leur chair, qui sont touchés. Et non, mais attendez, là, messieurs, il n'y a pas de débat sur le fait de proposer de l'aide. On ne peut pas dire. C'est un argument rhétorique qui ne correspond pas à la réalité. Pas du tout rhétorique. La réalité, c'est qu'au fond,
on a eu une sorte de réflexe, je dirais, du système mental colonial. Qu'aurait-on dit si, après la tempête de 2000 en France... Mais que dire de l'Espagne, alors, Michael ? Attendez, il y a un argument aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit après les grandes tempêtes qu'a connues la France si les ONG américaines ou marocaines avaient déboulé d'un coup en disant on vient aider la France. Donc déjà, il y a quand même cette volonté du Maroc de dire nous ne sommes pas un petit pays. D'ailleurs, j'ai rencontré depuis 2 jours et croisé sur des plateaux des responsables de MSF, Médecins sans frontières, qui sont déjà sur le terrain et qui disent, alors qu'ils sont en général pas tendres avec les pouvoirs, qui disent que la réponse du Maroc est à la hauteur. Maintenant, pourquoi l'Espagne ? Parce que tout simplement, l'Espagne, c'est un choix politique d'une part, mais c'est aussi une expertise en termes d'intervention. Mais dans l'humanitaire, on ne peut pas faire de politique. Donc j'entends votre critique sur Emmanuel Macron, mais je ne peux pas l'entendre sur le roi du Maroc. C'est vrai qu'on en fait des deux côtés. Et concernant Emmanuel Macron, eh bien effectivement, la France paye un choix présidentiel, cohérent, permanent, récurrent depuis 2017, de privilégier le lien avec l'Algérie. Là, je vous entends. Absolument. Là, je vous entends. Mais tout ça est un ensemble. D'accord. Tout cela est un ensemble. Mais je veux dire... Et ce qui est intéressant, c'est que l'écosystème monarchico-médiatique français fait qu'au fond, la seule chose dont on se préoccupe, c'est pourquoi la France n'a-t-elle pas été choisie. Jean-Luc Benamias, vous avez un avis sur le sujet ? Oui, j'ai un avis à peu près sur tout. Oui, je sais. C'est un toutologue. En tous les cas, j'essaye. Rappelons-nous quand même que l'Espagne est présente sur le territoire marocain. Il y a une enclave espagnole au Maroc qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes pour la gestion migrante. Rappelez-vous les images assez atroces sur cette enclave. Passons. Moi, je pense que tout se joue sur de la diplomatie par rapport à ce territoire du Sahara occidental, Michael l'a rappelé, qui est un problème d'une complexité absolue qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, qui est difficile à gérer. Je pense que la diplomatie française a intérêt à faire attention par rapport à ça. Je regardais, sans doute comme vous hier soir, sur des journaux télévisés, la présence déjà d'ailleurs de spécialistes français qui attendent l'autorisation pour intervenir. Je ne parle pas des associations, je parle de ceux qui sont membres des pompiers et ainsi de suite, qui savent faire des secours. Bon, écoutez, moi je pense que à ce niveau-là, la période n'est pas à la polémique par rapport à cela. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Déjà, on a vu que dans les interventions sur les grandes villes, je pense à Marrakech et autour et Essaouira par exemple, c'est faisable. Mais on s'aperçoit bien que l'intervention humaine est extrêmement importante dans les villages isolés du Maroc et que là on n'a pas encore tout vu. Il y a des villages qui sont encore totalement isolés. Voilà, moi je suis en soutien total comme tout le plateau évidemment aujourd'hui aux populations marocaines. Et puis je pense qu'il n'y a pas vraiment à avoir de position sur la présence de franco-marocains énorme en France, et c'est très bien comme ça, il faut être solidaire, voilà. Et je trouve qu'effectivement, on a un problème diplomatique et je terminerai là-dessus. Il faut reconnaître maintenant que l'Union africaine existe réellement. Alors elle est en difficulté, elle est compliquée, mais qu'il y a une Union africaine des différents pays africains. Il est temps que le reste du monde comprenne cela. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Le monde a compris. Les Chinois, les Russes interviennent, l'ensemble de la géopolitique mondiale ayant été chamboulée, mais reconnaissons à l'Union africaine une position maintenant centrale. Jean-Luc Benamias, je vous garde, puisque vous êtes en forme, je vois. Coup de gueule et coup de cœur aujourd'hui pour vous. On rappelle que vous vivez à Marseille, et vous, c'est sur la Coupe du Monde de rugby. Oui, un coup de gueule et un coup de cœur. Plutôt un coup de cœur au départ. Je pense que les populations soutenant le rugby, les différents pays venant dans cette Coupe du Monde, on s'aperçoit que on n'est pas dans le monde du foot là. On est dans le monde du rugby. C'est les supporters arrivent à travailler, à se voir ensemble. Il n'y a pas de problème dans les matchs. Il y a un petit problème en France. Il serait temps, notamment par rapport à l'avenir avec les Jeux Olympiques, qu'on arrive à faire rentrer les gens dans les stades, notamment les populations venues de l'étranger, de manière normale. C'est-à-dire qu'ils arrivent et qu'ils puissent rentrer pour regarder le match. Il y a eu plusieurs problèmes, encore une fois. Il y en avait eu pour le foot, au grand stade. Il y en a eu là, à Marseille, où là, c'était les Irlandais qui ont mis un temps fou à rentrer et ils ont raté 2 tiers des matchs. Voilà. Essayons de faire des efforts, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'auraient pas suivi? Les gens n'arrivaient pas à rentrer. Quand ils rentrent... je pense que on n'a pas réglé les problèmes de sécurité à l'entrée pour être plus souple à l'entrée par rapport à la sécurité. Encore une fois, qu'il existe des problèmes
dans le monde du foot et de certains supporters du football. C'est évident. Vraiment, en rugby, tout le monde le sait, les supporters sont mélangés. Et je dirais même la même chose, juste une image. Regardez la fin du match entre les Fidji et le Pays de Galles. Match extraordinaire qui s'est terminé pour un rien où les Fidji auraient pu gagner. Moi, je vois les deux équipes se féliciter à la fin. J'aimerais voir ça dans beaucoup d'autres sports, notamment dans le foot. Vous êtes d'accord, Jérôme? Vous aimeriez voir ça aussi? Oui, l'esprit rugby, dont je me sens effectivement plus proche, même si j'aime le foot. D'où votre accent. Voilà, exactement. J'ai quelques champions de rugby dans ma famille. Donc, oui, moi, je suis plus proche. Quand même, bon. Exactement, avec l'USAP. Mais je pense que cet esprit-là, il est peut-être lui aussi en train de se dégrader. D'ailleurs, et ce que disait Jean-Luc s'explique. Il ne faut pas quand même que ça crée des tensions. Et ça augure peut-être mal également de la manière dont on va gérer ce grand événement dont Emmanuel Macron est assez friand, qui est les JO de 2024. Parce que quand on voit à Paris la manière dont les choses se passent, on peut aussi s'inquiéter et se dire que la répétition n'est pas encore à la hauteur de l'événement qu'on va attendre. Michael Darmon, vous êtes inquiet pour les JO? Non, je m'en manque un peu. Non. Il ne sera pas là. Oui, non, parce que franchement, on ne peut pas réduire cet événement-là. C'est l'image de la France. Au fait qu'on ne va pas pouvoir circuler. Non, mais je maintiens ce que je dis. On ne peut pas réduire la perception de cet événement au fait simplement qu'on ne va pas pouvoir circuler. Ah oui, non, c'était au-delà. Voilà, ou à combien on va louer notre appartement. Non, ce qui me frappe, ce qui me marque dans cette compétition du rugby, c'est au fond comment l'Ovalie et l'esprit du rugby, qui au fond est représenté à l'origine que dans une certaine partie de la France, que dans quelques départements et une région de la France, est en train au fond d'infuser à l'ensemble de la société. Le fait nouveau, c'est qu'il y a maintenant des clubs et des joueurs qui en émanent, qui viennent des banlieues, qui viennent des périphéries des villes et pas forcément donc dans des lieux traditionnels où le rugby s'est développé. Et ça, je trouve que c'est absolument intéressant parce qu'au fond, l'esprit du rugby, c'est quand même un rapport à la collectivité, à la concertation, à l'intelligence collective, alors que le football est devenu vraiment je dirais le spectacle de l'individualité. À tout niveau, qu'elle soit sur le terrain. Mais vous dites quoi? Que ça risque de changer l'état d'esprit du sport? Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, déjà. Oui. C'est plutôt intéressant, parce que ça montre qu'il y a un autre rapport à la gestion du collectif, à la prise de décision, à l'inclusion, puisque au fond, tous les gabarits ont leur place et chacun a sa place dans un collectif de rugby, alors que le football, une fois de plus, est devenu vraiment, de par son évolution, le symbole de l'hyper-individualisme. Ça aussi bien dans la gestion des carrières que dans les performances sur le terrain. Et je n'oublie pas l'existence en France maintenant d'un vrai rugby féminin. Qui n'a pas plus grand-chose à envier au niveau technique en tous les cas avec le rugby masculin. On a entendu un haka féminin d'ailleurs hier, c'est assez impressionnant. David Marguerite, un petit mot sur ce coup de gueule? Juste, je crois comprendre que la question des retards n'était pas simplement il y a des questions de sécurité, mais à des questions de problèmes de gestion au guichet, que des contrôles vont s'alléger. Donc je pense qu'il n'y a pas matière à polémique sur l'esprit du rugby. Je pense qu'il est infiniment préférable, il est infiniment supérieur à l'esprit du foot. Moi aussi, je partage des inquiétudes sur le fait que cet esprit puisse se dégrader et qu'il soit contaminé aussi par une forme de violence et d'individualisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit se réjouir d'abord plutôt des belles images dans l'ensemble d'une organisation qui est quand même plutôt à la hauteur. Alors, réjouissons-nous et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. 11h19, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Et Jérôme Riboul, vous aujourd'hui, vous avez un coup de gueule quand une journée de France rime avec violence. Voilà, hier soir, en cherchant quel coup de gueule j'allais pousser à votre micro, Stéphanie, l'évidence m'est apparue. En lisant les actualités de la journée du mardi 11 septembre, voilà quelques florilèges. 11h36, Nîmes, 2 blessés dans une fusillade à la Kalachnikov. 11h46, Lyon. Une voiture de police percutée par un conducteur sans permis qui grille un feu rouge. Midi, près de Nantes, des chaises lancées sur des policiers pour couvrir la fuite d'un scooter. 13h06, Nice. Après une fusillade au Moulin, un suspect surveillé s'évade de l'hôpital. 15h26, Marseille. La jeune femme qui était victime d'une balle perdue est en état de mort cérébrale. Et pour finir la journée, à 23h56, on apprend
à Marseille toujours, qu'un homme a été tué. Alors, on a forcément l'impression qu'une journée en France, ça rime avec violence. Et pas n'importe quelle violence. C'est la violence de l'économie souterraine, c'est la violence du trafic de drogue. Et dans chacun de ces faits divers, c'est l'État qui est bafoué, c'est l'État qui est ridiculisé, et c'est l'État qui est en retrait. Alors ce coup de gueule, il n'est pas contre l'État, hein. L'État, il est au contraire tout à fait essentiel. Il s'adresse en particulier à 2 représentants de l'État et du gouvernement. Au ministre de l'Intérieur, j'ai envie de dire que son poste n'est pas un tremplin électoral. Son poste, c'est un poste à 200%. Il ne sera pas, on ne pourra pas, il faut se le dire, il faut qu'il s'occupe pleinement et qu'il agisse. On ne portera pas à la présidence de la République un ministre de l'Intérieur qui a failli dans sa tâche et qui n'a pas rétabli l'ordre. Au président de la République, j'ai envie de dire que le plan Grand Marseille en grand, annoncé en septembre 2021, avec 5 milliards d'euros débouclés, ce n'est pas la seule réponse à l'insécurité. Et à Marseille, comme dans les banlieues et dans les cités, nos concitoyens doivent pouvoir se sentir en sécurité. Ils doivent pouvoir circuler sans recevoir une balle, laisser leur enfant jouer. Elle était dans son appartement, cette pauvre jeune fille de 24 ans. Le sens premier du mot politique, pour finir, ce sont les affaires de la cité. Eh bien, aujourd'hui, la politique en France, c'est gérer les affaires des cités. C'est de faire en sorte que nos concitoyens puissent retrouver la liberté de circuler dans les banlieues et dans toute la France. David Marguerite. Je partage ce coup de gueule avec peut-être une sévérité encore plus forte. Je trouve qu'il y a un risque qui nous guette, c'est le risque de l'accoutumance. C'est le risque que déclaration après déclaration, on considère que l'indignation puisse suffire et qu'on passe à autre chose et au prochain fait divers. La situation que connaît notre pays, elle est dramatique. Vous avez cité le ministre de l'Intérieur. Moi, je m'étonne tous les jours qu'on puisse considérer que le ministre de l'Intérieur a des bons résultats, que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Tous les indicateurs sont mauvais. Selon lui. Enfin, il y a quand même une petite musique parfois qui considère, en effet, le ministère de l'Intérieur n'est pas un tremplin électoral. La réalité des chiffres, c'est que les violences, l'ensemble des violences dans notre pays contre les biens et les personnes progressent à 2 chiffres en 2022. Ça, c'est la réalité. La réalité aujourd'hui à Marseille, c'est que les blessures par balle, il y en a pratiquement tous les jours. Ah oui. Que, en effet, cette jeune fille qui a pris une balle perdue, c'est plus qu'une alerte aujourd'hui qu'on doit ressentir. Et je le disais, l'indignation ne peut pas suffire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des solutions. Vous avez d'ailleurs, à juste titre, évoqué la drogue. Aujourd'hui, la drogue, c'est un véritable cartel, une économie souterraine à Marseille, dans certaines de nos cités. On le sait. Qu'aujourd'hui, à un moment, il va falloir se poser la question des consommateurs, de leur pénalisation, qui sont complices d'un système de blanchiment, de laboratoire où on produit de la drogue. C'est ça la réalité aussi de notre pays. Il va falloir se poser la question de peine minimale contre l'uniforme de la République. Il va falloir se poser la question des allocations familiales suspendues pour les parents de délinquants. Ce que je dis, en réalité, n'est pas dur. Ce que je dis est une réponse qui peut-être est elle-même insuffisante face à l'ampleur de la situation que connaît notre pays et au décalage immense entre l'opération électorale de promotion en effet du ministre de l'Intérieur, dont la seule chose qu'on puisse attendre aujourd'hui, c'est qu'il remette de l'ordre dans notre pays et qu'il rétablisse la première des libertés, qui est celle d'aller et venir en sécurité, parce qu'elle n'est plus assurée dans nombre de nos quartiers et dans nombre de nos villes, et pas simplement dans les grandes métropoles. Alors bon, Gérald Darmanin, certes, mais ça fait 20 ans que ça existe, ces problèmes de trafic de drogue. Moi, je me suis amusée à regarder l'autre jour les déclarations. Elles datent de 1995, les premières. Les déclarations sur le chômage, sur les déclarations... Est-ce qu'on a tout essayé, justement, pour sur les bureaucraties, faire la métaphore du chômage, Mickaël Darmon je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé ou il y avait une volonté de laisser ça un peu sous le tapis, qui se tuent entre eux, en gros? Je pense que le propos n'est pas tant d'essayer que de réussir. C'est pas un catalogue. Je veux dire, les Français, c'est pas un banc d'essai, quoi. C'est pas un endroit où on fait des cobayes, on essaye, on tente des expériences. Il y a des volontés politiques à mettre en place. Il y a une volonté politique de lutter contre les trafics de drogue, vraiment, ou on s'achète une paix sociale? Non, c'est pas une question de volonté politique, c'est une impuissance politique. Ce que l'on voit à Marseille n'est que le bout de la chaîne d'un système européen qui est mondial, mais si on parle du périmètre européen, qui a transformé des États et des villes comme Bruxelles, comme Amsterdam, comme même, on l'a vu récemment encore, le port du Havre, en narcoplace. Et de ce point de vue-là, il y a une impuissance. Ce qui est quand même frappant et terrible et dramatique, c'est que c'est communiqué après communiqué, fait divers et tragique après fait divers tragique. C'est la deuxième fois qu'il y a au moins qu'il y a une balle perdue qui atteint quelqu'un comme ça, qui est un habitant d'un quartier. C'est hors de contrôle de la puissance publique.
Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais je me rends compte de ce que je dis, mais je pense qu'il faut le dire. Et je pense que les Français le savent, qu'effectivement, ils ne descendent pas dans la rue tous les jours pour protester et hurler, mais comme ce sont des politiques et des démocrates, il y a des rendez-vous. Il y aura des rendez-vous électoraux. Et bien évidemment que ce que l'on vit actuellement, c'est constitutif d'une opinion, c'est constitutif d'un projet politique et d'une offre politique qui sera validée et une demande validée par des Français dans les urnes. On le verra aux européennes. Michaël Darmon, ça ne va pas changer avec un autre gouvernement. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Mais comment dirais-je, c'est ou ça, ou alors c'est instaurer une dictature avec l'armée. Donc quelque part, il faut choisir un peu en France. On a encore choisi le fait d'être dans la démocratie. Donc, bien évidemment, je pense que les matrices qui sont posées là maintenant iront jusqu'à la fin du quinquennat. Il n'y aura pas de changement. Absolument. Il n'y aura pas d'inflexion. L'hypercommunication à laquelle on assiste avec les innovations politiques d'Emmanuel Macron sont là pour le faire durer jusqu'à la fin, maintenir un suspense jusqu'à la fin. Ne serait-ce qu'un dernier exemple, il a été promis, Urbi et Orbi, qu'il y aurait donc des leçons qui seraient tirées des émeutes de l'été après donc ce qui s'est passé après la mort de Naël. Eh bien, on les attend toujours. Tous les jours, on a une parole suspendue qui nous maintient dans un état de tension insupportable, parce que le président va bientôt tirer les leçons de ce qui s'est passé. Mais cela, c'est organisé pour durer. J'entends la petite musique. Jean-Luc Benamias vous donne la parole dans quelques instants sur Mettez-vous d'accord, la suite. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre, Mettez-vous d'accord. Les débats continuent et je vous donne la parole, Jean-Luc Benamias. Bien, sujet d'une complexité absolue qui n'existe pas qu'en France, qui existe dans le monde entier. La gestion des politiques sur les psychotropes et sur les drogues est une gestion qui a des difficultés dans le monde entier, mais les réponses des différents pays ne sont pas forcément les mêmes. Alors, sans parler d'aller sur la légalisation, même si je suis pour, par rapport à un certain nombre, notamment par rapport au cannabis, on pourrait quand même parler du retour de la police de proximité, par rapport aux nombreuses cités où il y a des problèmes. Marseille n'est pas la seule ville où il y a des problèmes. Non. Merci Jérôme d'avoir fait un tour d'horizon qui citait un certain nombre d'autres villes. 40 morts depuis le début de l'année quand même, Jean-Luc Benamias, lié au trafic de drogue. Parce que si vous regardez les chiffres en Seine-Saint-Denis, excusez-moi, vous allez tomber sur à peu près les mêmes chiffres. Je les ai regardés, justement, j'ai passé quelques heures, il y en a quand même moins. Mais bon, bref, enfin c'est pas, on va pas se lancer dans un... Voilà, ça n'a aucun sens. Comme j'habite Marseille et que je ne me sens pas totalement, toujours, et j'habite en face d'une cité, alors il y a de nombreuses cités à Marseille, le problème de la gestion des cités à Marseille et en France, c'est le manque de moyens qu'on met notamment, et il faut pour moi un retour à une police de proximité présente à plein temps sur l'ensemble des territoires. Il faut remettre en état les centres sociaux, il faut remettre en état tout ce qui est éducateur de rue et ainsi de suite. Tout ça, pour des raisons XY, pour des raisons sans doute financières à mon avis, de difficultés de gestion aussi, ce qui fait évidemment que c'est dur à gérer. Remettre du vivant, remettre des personnes qui sont capables d'aider les populations dans les cités. Ça ne réglera pas tout, mais je pense que le règlement du grand tout par rapport à tout cela, et je pense que c'est compréhensible dans ce que je dis, est quasiment quelque chose qui va durer encore plusieurs années, si ce n'est difficile à gérer. Mais quand même, remettre de l'humain, remettre de la présence, c'est ce que demande, je vois ça en tous les cas dans les différentes cités marseillaises, c'est ce que demande, vous avez vu les manifestations de mamans, vous avez vu les manifestations de population, qui sont totalement désœuvrées par rapport à ça. Et je finis sur une chose, c'est pas en envoyant la fameuse CRS 8, on l'a vu sur Nîmes, on l'a vu sur Marseille, on l'a vu sur Paris, pendant 2 jours ou 3 jours, qu'on règle quoi que ce soit. Alors pendant 2 ou 3 jours, il y a un point de deal sur une des cités qui est fermé. Mais les autres points de deal, pendant ce temps-là, ils sont encore plus ouverts puisqu'ils savent que l'ensemble des polices mobilisables sont sur un point de deal. Voilà, la complexité est totale, je le répète, il faut de la présence humaine, il faut une police de proximité. Malheureusement, Nicolas Sarkozy l'avait supprimé. David Marguerite. Oui, je vais réagir parce que des dizaines de milliards sur la politique de la ville, on en a mis, on a vu quel résultat. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas de présence, qu'il ne faut pas de proximité, qu'il ne faut pas en effet des moyens sociaux dans les quartiers.
mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu. La liste qui vient d'être rappelée et égrenée montre que c'est pas à la hauteur de l'enjeu. La question, elle est en effet la question de l'impuissance publique, de la crédibilité de la parole publique aujourd'hui. Parce que moi, je suis élu local, je suis élu dans un territoire rural. Les gens, ils ont peur. C'est pas un sentiment de peur, c'est une réalité. Moi, dans mon territoire calme du Cotentin, il y a eu un drame épouvantable à Cherbourg cet été, qui n'est pas qu'un seul fait divers, qui est un véritable fait de société. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, elle pose la question de l'impuissance d'une majorité qui n'existe pas et qui est elle-même, cette majorité relative, en désaccord à peu près sur tout et sur ce qu'il faut faire. En effet, pendant 3 ans et demi, il ne se passera pas grand-chose. Et on vient de le voir avec la tribune sur l'immigration, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de ligne. La majorité, elle n'a pas de ligne. Les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure sont des mesures fortes. Je ne dis pas qu'elles peuvent tout régler. Mais à un moment, il faut les mettre sur la table. Il faut se demander, en effet, si des peines minimales contre l'uniforme, si des mesures radicales sur le démantèlement des réseaux de drogue, des cartels de la drogue. Si à un moment, les promesses d'Emmanuel Macron sur les places de prison, les 15 000 places de prison, qui n'ont évidemment pas été tenues, il n'est pas urgent aujourd'hui de se poser ces questions-là. Je pense que la question, c'est même plus entre la répression et la prévention. La question, c'est de savoir combien de temps on va encore continuer de fermer les yeux et de regarder nos concitoyens ne plus croire en rien, parce que je suis élu, donc j'entends le discours sur l'impuissance, mais moi je ne veux pas être résigné et considérer qu'il n'y a plus de solution et qu'il faut encore se dire que c'est les milliards sur la politique de la ville qui vont régler le problème, parce que si ça avait marché, on le saurait. Mickaël Darmon, parce que c'est de pire en pire. C'est vrai que cette jeune fille, on le rappelle, mais c'est tellement choquant. Elle était quand même dans son appartement, 24 ans, aucun rapport avec le trafic de drogue, tout comme le petit garçon qui avait 10 ans, qui s'est pris une balle perdue. Il y a un avant et un après. C'est ça qui frappe les esprits, c'est qu'effectivement qu'on ait des informations sur des règlements de compte, des opérations, des commandos, des descentes, c'est la vie de cet écosystème. Mais que des gens tout d'un coup soient percutés dans leur vie, dans leur intimité, dans leur maison, par cette violence-là, c'est ce qui devient insupportable. Et évidemment, ces morts-là, elles ont un effet et une onde de choc dans la population qui sera très très importante. On parle d'impuissance publique, on parle de projets, on parle de millions, on parle d'événements sur le bas du terrain. Quand on prend l'exemple, si on se décale un peu et qu'on va dans le temps et ailleurs, pour régler le problème de la partie des quartiers violents de New York, il y a eu à ce moment-là une politique globale qui a été décidée, la fameuse tolérance zéro, le broken window comme on appelle. Mais ça veut dire que à ce moment-là, toutes les administrations s'y sont mises, tous les ministères s'y sont mis, tous les champs, éducation, sociale, finance, sécurité, se sont mis ensemble. En France, nous n'avons jamais ce genre de politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cloisonnements administratifs, il y a des corporatismes, même au-delà de l'union sacrée. C'est pas l'union sacrée à la télévision avec les politiques, c'est dans les ministères, quand les caméras ne sont pas là, quand les journalistes ne sont pas là, quand les politiques ne sont pas là, et qu'on arrête les guerres de coqs et des combats corporatistes entre frontières administratives, entre administrations, entre hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'il y a des guerres d'orgueil, des guerres de pouvoir, des guerres de terrain. Tant qu'il n'y aura pas cette possibilité de pouvoir mettre des efforts en commun, il n'y aura aucun processus qui commencera pour changer. Jérôme, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je n'oppose pas les propos de David Marguerite et ceux de Jean-Luc Benamias, parce que je pense que il y a le traitement du problème, c'est-à-dire dans ses conséquences, et il y a le traitement du problème dans ses causes. Et là, Jean-Luc, on peut quand même se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le traitement des conséquences du problème qui sont prioritaires. Mais ça n'exclut pas effectivement qu'on s'interroge, parce que ce qu'on appelait, tout à l'heure on s'est dit entre nous, mais l'économie souterraine, c'est plus une économie souterraine, c'est une économie aujourd'hui qui est à ciel ouvert et qui en fait contrecarre les stratégies de l'État, y compris en matière d'emploi, parce qu'aujourd'hui le coût d'entrée pour un jeune ou une jeune dans le système parallèle, il est très très facile. C'est de devenir guetteur, ça rapporte de l'argent, c'est facile, et le coût d'entrée, après on progresse dans la pyramide. Et ça, la difficulté, c'est qu'il y a aussi quand même des réponses sociales, éducatives à apporter. Mais elles n'y sont pas, et Mickaël Darmon a tout à fait raison, aujourd'hui, assez de blabla, quoi. C'est-à-dire, en clair, on n'a qu'à prendre des territoires pilotes. Effectivement, la police de proximité, c'est un sujet, mais il y a peut-être aussi des CRS spécialisés et qui doivent tourner plus souvent. Et puis il faut coordonner tout ça. Mais il n'y a pas que la police. Jérôme, il n'y a pas que la police. Le nombre de policiers qu'il faudrait
à plein temps, si on n'a pas une police de proximité à plein temps, le nombre de gens qui pourraient débarquer de brigades de police, de brigades de gendarmes, n'existe pas dans notre pays par rapport au nombre de cités qui sont touchées dans notre pays. C'est une politique qui demanderait des centaines de milliers d'embauches supplémentaires. Alors, je sais bien que ce que je dis moi par rapport à la police de proximité, qui n'est pas forcément d'ailleurs une police uniquement d'État, ça peut être une police municipale, une police intercommunale, une police métropolitaine qui peut agir. Mais penser qu'on peut laisser à plein temps des brigades de CRS ou de gendarmes, ça n'existe pas. Non, on est d'accord, mais c'est aussi une partie de la réponse quand ça le nécessite. C'est une partie de la réponse immédiate. Dans les populations, et tu as raison Jérôme, je vais prendre un exemple. Regardez l'âge de tous les émeutiers qui ont été arrêtés et condamnés. Ils ont moins de 15 ans, ils ont moins de 17 ans. Alors, quand je dis ça, je n'ai pas réglé le problème. Hein. Je constate qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels, je me répète, l'aide qu'on doit apporter en tant qu'État, en tant que collectivité locale, territoriale, désolé, il n'y a jamais, depuis les années, même depuis Michel Rocard, hein, je remontais loin, on a dit, OK, on va faire des efforts par rapport aux quartiers en difficulté. On n'a fait que des efforts, on n'est pas allé au bout. Messieurs, il y a un autre thème d'actualité sur lequel je voulais vous faire réagir. À quelques semaines de l'examen au Sénat, à partir de novembre, du projet de loi immigration, une dizaine d'élus de la majorité co-signent ce matin, avec 35, la gauche, une tribune en faveur de la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alors évidemment, la droite et l'extrême droite, ils sont farouchement opposés. Ils dénoncent un appel d'air pour l'immigration irrégulière. On rappelle que c'est l'une des mesures évidemment les plus sensibles du projet de loi. Vous en pensez quoi, Jérôme Riboud? Alors, plusieurs choses. On commence à avoir les plaques tectoniques se mettre en place sur ce projet de loi d'immigration. Il y a quand même François Bayrou qui a rappelé il y a 2 jours que le 49.3 ne devait pas être utilisé sur ce projet, qui a quand même dit que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on a effectivement ces députés de sensibilité de gauche, et notamment Sacha Houlié, qui signent cette tribune, et on sent que ça part dans tous les sens. Oui. De là à penser que ce projet de loi va donner lieu à un consensus, moi, j'y crois pas beaucoup. Ce qu'on voit, c'est quand même se déliter effectivement la majorité relative. Et c'est un peu on tire à U et à Dia, et je ne vois pas comment on pourra arriver sur un texte qui convienne à tout le monde. David Marguerite ? C'est en effet impossible. Moi, je fais partie des Républicains et partie au bureau politique. Je plaiderais pour que la droite aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que la motion de censure soit déposée si le compte n'y est pas, le compte n'y sera pas. Je trouve cette tribune aujourd'hui, les photos dans Libération assez baroques, mais en définitive, cela nous rappelle que l'essence du macronisme est quand même plutôt à gauche, que ça peut aussi rafraîchir les mémoires à quelques-uns de mes anciens amis qui pourraient être tentés, pour encore certains d'entre eux, de franchir le Rubicon. Ça rappelle également, je le disais tout à l'heure, que la majorité relative n'est pas d'accord sur grand-chose, en tout cas pas sur l'essentiel, puisque c'est quand même un texte qui engage l'avenir de notre pays. Je rappelle qu'en 2022, il y a eu 500 000 entrées régulières sur le territoire. On est à plusieurs centaines de milliers de clandestins sur le territoire. Qu'aujourd'hui, le temps n'est plus aux commentaires, mais à l'action. Les Républicains font des propositions qui sont très fortes sur l'immigration. À Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités, de les reprendre. Là, ils veulent régulariser des travailleurs, des gens qui travaillent déjà, mais qui sont illégaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec 500 000 entrées... Ce qui me dérange, c'est qu'on est à 500 000 entrées sur le territoire aujourd'hui, qu'il y a un titre qui existe sur le fondement du travail, il y a des régularisations qui sont possibles. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la situation est telle aujourd'hui qu'il faut envisager de considérer qu'il y a des plafonds par titre de séjour, et de considérer que le plafond est dépassé, on ne peut plus régulariser. Je fais partie également de ceux qui considèrent qu'en matière de droit d'asile, les demandes doivent être faites dans le pays d'origine ou dans les centres consulaires, qu'on ne peut pas continuer de pratiquer une politique d'asile qui se traduit plus tard par des régularisations sur le travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle dans notre pays qu'on ne sommes plus en situation ni d'intégrer et encore moins d'assimiler. Je pense que le temps de la réponse publique en matière d'immigration ferme, le temps d'une réponse ferme,
cohérente est venue. Je le disais, il y a la question des plafonds qui me semble être une mesure de bon sens. Il y a la question de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. On est à 5% de taux d'exécution. Je ne sais pas si on se rend compte. On parlait de crédibilité de la parole publique tout à l'heure. Quelle est la crédibilité de la parole publique quand on ne donne pas un titre de séjour et que derrière 95% des OQTF ne sont pas exécutés dans notre pays. Donc je crois que le temps de notre pays de reprendre sa souveraineté et de maîtriser l'immigration, sachant que Frontex le dit, la pression migratoire c'est que le début, le dérèglement climatique, etc. Donc le pays est en droit d'attendre aujourd'hui des mesures qui sont très fortes. La tribune aujourd'hui qui est signée par une partie de la Macronie, et non des moindres, je le précise, le président de la commission des lois quand même, c'est un pilier de la Macronie qui signe cette tribune, en dit long sur l'état d'esprit d'une grande partie, une partie substantielle de la majorité, et surtout que en même temps, il a atteint plus que ses limites, c'est tout et son contraire en permanence, et c'est au bout du compte l'immobilisme et l'impuissance. Michael Darmon. Moi, j'ai un peu me décaler parce que je trouve que ce que j'ai aussi regardé, c'est le moment qui effectivement a signé cette tribune et dans quels termes. C'est le début de la faille de la majorité pour 2027. Les signataires de cette tribune esquissent le périmètre d'une matrice politique qui voudra s'opposer à la Macronie de droite. C'est l'explosion de la Macronie, entre la Macronie, le pôle droit de la Macronie, représenté par Gérald Darmanin, dont on pense qu'effectivement Emmanuel Macron est plutôt attiré de ce côté-là, en tout cas c'est ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vis-à-vis de la Macronie de gauche qui dit nous ne laisserons pas imposer un accord avec la droite. Nous ne laisserons pas imposer le fait de passer par perte et profit tout ce qu'on a voulu faire et tout ce qu'on nous a fait croire, c'est-à-dire nous étions le dépassement de la droite et de la gauche, alors qu'en réalité, en même temps, n'a toujours été qu'un paravent. C'est-à-dire que le vrai sujet de Emmanuel Macron, c'était d'aller avec la droite pour pouvoir récupérer du carburant électoral. Donc de ce point de vue-là, c'est un début de faille au sein de la majorité pour 2027. À chaque fois, Jean-Luc Benamias est obligé d'attendre après la petite pause pour... oui, mais après, il a une partie à lui. On garde le meilleur pour la fin. Je me sens à l'aise, vous en faites pas. Ça va, alors, à Marseille, tout va bien. À tout de suite pour Mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, et on parlait de cette loi immigration projet avec cette tribune de la gauche en faveur de la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et Jean-Luc Benamias voulait réagir. Oui, je suis d'accord avec cette position, même si elle ne règle pas tout. Nous avons besoin de régulariser. Chaque pays démocratique a besoin de régulariser régulièrement un certain nombre de populations migrantes sans papier. Et c'est ainsi dans tous les pays démocratiques. Ça règle pas tout, comme le fait d'ailleurs de penser, excuse-moi David, mais sous la gouvernance de M. Chirac, sous la gouvernance de M. Sarkozy, les OQTF étaient exactement au même pourcentage. On n'était pas à 500 000 entrées. On n'était pas à 500 000 entrées par an. Si, à peu près. Ah non, c'était 200 000, c'était beaucoup, c'était plus que la moitié moins. Ok, d'accord. C'est le débat Sarkozy-Hollande. Mais la question des OQTF, je pense que tu la connais aussi bien que moi. Excuse-moi, je te tutoie. C'est t'es à Marseille, on excuse tout. C'était absolu, puisqu'il faut que le pays d'origine accepte que la personne qu'on veut renvoyer dans son pays accepte qu'il soit renvoyé. C'est loin d'être toujours le cas. Je ne t'apprends rien et je ne vous apprends rien en vous disant que les 5% de QTF sont souvent, pour la plupart, à 95%, issus de Guyane et de Mayotte. Parce que ça a l'air plus simple sur nos deux territoires français, nos deux départements français, de ceux-là, en tous les cas. Clairement, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Si j'en avais, je serais vraiment un génie. La pression migratoire, et tu l'as rappelé, David, ou je sais pas, je crois que c'est toi, sur le fait que le changement climatique, l'extrême pauvreté d'un certain nombre de pays font qu'il y a les gens sont prêts à mourir en Méditerranée, mourir entre la France et l'Angleterre, payent des tarifs exorbitants à des passeurs, des abominables personnes qui font payer des tarifs exorbitants à des gens qui ont même qui n'ont pas d'argent. Voilà. Clairement,
alors c'est une des solutions, mais on la connaît, hein. Il faut que l'Union européenne ait réellement une politique commune, validée par l'ensemble des pays, ce qui est malheureusement toujours pas le cas, et que chacun y mette les moyens nécessaires. Bon, est-ce que ça répondra à tout par rapport au changement climatique et par rapport à la pression de l'extrême pauvreté? Je ne crois pas, mais au moins on pourra essayer. Dernière chose, oui. Je parlais tout à l'heure de l'Union africaine, du fait que l'Union africaine est maintenant on doit reconnaître cette position de l'Afrique dans son ensemble, avoir des politiques. Je donne des pistes, hein, c'est pas suffisant, je sais, mais avoir des politiques de coopération réelles qui permettent à ces pays de gérer aussi le problème de leurs migrants. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai pas répondu à ça. Alors messieurs, je voulais vous faire un petit peu réagir, ça change un petit peu, on part aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu cette séquence avec notre ami Joe Biden, le président des États-Unis, à nouveau déboussolé en conférence de presse? On est le soir, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je vais me coucher. Quand on pense que cet homme va se représenter, ça vous inspire quoi, Jérôme Rifoul? Je dirais que derrière l'épisode effectivement assez pitoyable et terrible pour Joe Biden. C'est pas le premier de ce président américain totalement perdu de la première puissance mondiale. Il y a quand même, je le disais, il y a quand même une Amérique de la gérontocratie. Le chef des Républicains, McConnell, au Sénat, qui pendant une interview, ça lui est arrivé 2 fois, se fige, elle n'arrive plus à parler, qu'on évacue. Nancy Pelosi, 84 ans, l'ancienne chef des démocrates à la Chambre des représentants, qui se représente. Donc on a vraiment l'impression, Donald Trump qui n'a quand même que 78 ans, on a quand même l'impression d'une Amérique ça va faire rêver des politiques français, ça. D'une démocratie, vous ouvrez de l'espoir là. C'est ça, oui, peut-être à François Bayrou, d'une démocratie qui se dévitalise. C'est pas le seul, le pauvre. C'est pas le seul. Mais enfin, faut-il rappeler que François Mitterrand il quittait le pouvoir à 77 ans. Donc et pourtant il avait une longévité. Un petit jeune, c'est un petit jeune, oui. Certain. Jean-Luc, des espoirs toi aussi? Même si tu es un genou dans la course. Quand je regarde. C'est terrible parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau. Les États-Unis sont un pays extrêmement important dans la géopolitique mondiale. Et voir ça, c'est pas nouveau malheureusement, mais penser que les deux qui peuvent se représenter, c'est d'un côté Trump et Biden. L'avenir de l'humanité par rapport à les États-Unis, on est mal, hein, on est très mal. Je veux dire, c'est là, j'ai regardé comme vous, hein, c'est pas la première fois, mais j'ai regardé encore les images ce matin avant l'émission. Il est totalement ailleurs. C'est moi qu'on puisse dire. Michael Darmon, ça vous inspire quoi, vous, grand observateur depuis des années aussi de cette politique américaine? Je me dis, on n'est pas encore à la fin du feuilleton, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est un système qui nous surprend, surtout à nous, ici en Europe ou en France, où on a déjà, depuis l'âge de leurs 20 ans, les futurs présidents de la République qui s'autodéclarent comme présidentiables. Donc, de ce point de vue-là, aux États-Unis, on est régulièrement surpris parce que leur système de primaire et de mode de sélection de partis qui ne se sont pas effondrés. C'est très important de voir la force des partis, alors que en France, soi-disant, nous ne vivons qu'à l'aune et qu'à l'ère des partis qui sont terminés. C'est pas vrai. Il y a, au fond, l'histoire politique dira que pendant peut-être 10 ans, on a cru que les partis s'étaient effondrés. Ça n'est pas vrai, en tout cas dans le reste du monde. Donc, effectivement, il y aura, je pense, des surprises. Il y aura une réflexion quand les Américains vraiment entreront eux-mêmes dans la réflexion présidentielle et que, vraisemblablement, on saura peut-être très certainement sur des résultats un peu différents. Mais ça dit quand même quelque chose de ce système, hein. C'est l'administration avant tout, finalement, avant l'homme. C'est presque pas ce qu'il faut souhaiter. Là, pour tout vous dire, moi, quand j'ai lu l'article dessus, je suis allé voir les images, parce qu'il y a presque un sentiment d'irréel. Enfin, on se dit, c'est pas possible, ça s'est pas passé. Oui, c'est ça, on est gêné presque, parce qu'il y a eu d'autres séquences qui étaient à peu près... Mais celle-là, quand même... Des journalistes morts, des sénateurs... Oui, c'est ça. Et moi, je me demandais, en regardant les images, parce que comment réagissait le peuple américain face à la déliquescence complète. Enfin, on se dit, mais comment c'est possible? On pourrait presque se rassurer en France, je le disais tout à l'heure, mais quand même, c'est très inquiétant au-delà du sourire.
c'est quand même extrêmement inquiétant de se dire qu'à la tête de la première puissance mondiale, on a manifestement un président qui est en effet ailleurs. Il était fatigué. Il était très fatigué en tout cas, oui. Merci messieurs, on va aller se coucher nous aussi. On va aller se coucher, alors c'est bon, très bien. Il est midi, tout va bien. Merci en tout cas Jean-Luc Benamias, Jérôme Ripoll, Mickaël Darmon et David Marguerite. Mettez-vous d'accord, on se retrouve demain à la même heure. Merci à vous.